Cette vidéo vient en remplacement de la playlist que j'avais faite au tout début de la création de cette chaîne et dont le son était vraiment de très mauvaise qualité. Cette fois, tout est regroupé dans une même vidéo qui du coup est assez longue, mais vous trouverez dans sa description des liens pour accéder directement aux différentes parties qui vous intéressent. Alors parfois vous aurez à créer des applications qui doivent mémoriser des informations dans une base de données, donc par exemple un site qui vend des articles. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment optimiser la construction d'une base de données en respectant les règles du modèle relationnel. Et pour cela, on va utiliser le MCD de la méthode Meurize. Commençons par le commencement. Vous avez une application à faire. Le but d'une application, c'est généralement de permettre de réaliser des traitements automatisés et facilités, et puis parfois d'exploiter des informations, enfin généralement d'exploiter des informations, mais ces informations, on a parfois besoin de les mémoriser dans le temps. Donc on parle de persistance des informations parce que vous avez besoin de les exploiter ultérieurement. Par exemple, si vous voulez faire un site avec des articles, mémoriser les articles, les clients, les commandes, il faut que ce soit réutilisable dans le temps. C'est l'exploitation de ces informations, c'est-à-dire la création, lecture, modification ou suppression de ces informations, doivent être possibles aussi dans votre application. Alors, il faut réfléchir au support de stockage. Donc, vos informations, vous ne pouvez pas juste les mémoriser dans la mémoire de l'ordinateur parce que la mémoire est volatile. Donc, les informations vont être stockées soit sur des supports magnétiques, soit sur des supports optiques. Et puis, on peut réfléchir à différents formats de stockage, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mémoriser, pourquoi pas dans un fichier texte, un fichier spécifique, par exemple un tableur, on peut imaginer la liste des articles dans un tableur, ou bien un fichier XML, ou voire même un fichier binaire qui est plus orienté pour mémoriser, pour sérialiser des objets, notion qui sera vue dans un autre cours. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, et ce qui est le plus adapté pour faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire pour mémoriser des données de type article client, etc., c'est une base de données relationnelle. Donc on va voir comment fonctionne une base de données relationnelle. D'abord, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ensemble d'informations dont l'organisation respecte des règles précises et qui peut être exploité avec le langage SQL. Donc ça, c'est la force avant tout de la base de données relationnelle, c'est qu'elle accepte le langage SQL qui permet de faire toutes les opérations qu'on vient de citer, c'est-à-dire création, modification, suppression, etc. Alors, quels outils pour créer une base de données relationnelle? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle un SGBDR, système de gestion de base de données relationnelle, et qui accepte du coup le SQL. Donc, il existe différents logiciels de type SGBDR. MySQL, un des plus connus parce qu'il fonctionne en particulier avec le langage PHP, c'est pas obligatoire, mais effectivement, il est connu sous cet angle-là pour créer des sites. PostgreSQL, SQL Server, Oracle, Access. Donc, il existe différents SGBDR qui vont vous permettre donc de créer votre base de données. Quel outil pour exploiter une base de données relationnelle? L'outil, on l'a déjà dit, c'est le SQL, que vous pouvez utiliser soit directement dans le SGBDR en écrivant soit des requêtes, soit en utilisant le mode graphique du SGBDR qui vous permet généralement, en utilisant des boutons, etc., de créer une nouvelle table, de faire des ajouts, suppressions, etc. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'évidemment, vous allez pouvoir utiliser le SQL directement dans votre application, par exemple dans votre site internet, où vous allez pouvoir faire des requêtes qui vont attaquer votre base de données qui sera enregistrée par exemple sous MySQL, sous PostgreSQL, etc. Donc vous pouvez faire le lien entre l'application et votre base de données. Alors pourquoi des règles à respecter? On pourrait imaginer tout mettre en vrac dans une seule table de la base de données. Ce n'est pas du tout optimisé. Ce qu'on veut, c'est que votre application trouve facilement les informations et le plus rapidement possible. Alors pour cela, il faut optimiser l'organisation des données dans la base de données. On respecte un ensemble de règles qu'on appelle des règles du modèle relationnel, qu'on appelle aussi le modèle logique de données. Donc le modèle relationnel fixe des règles qui vont optimiser les liens entre les différentes informations. Et pour pouvoir respecter ces règles, on utilise une méthode, enfin il existe différentes méthodes, mais une des plus connues, c'est la méthode Meurize, et en particulier le modèle conceptuel de données qui vous permet donc d'optimiser au mieux vos informations afin de créer ensuite votre base de données.
Alors avant d'aborder les règles du modèle relationnel, on va tout de suite voir un exemple de MCD puisque c'est une vision graphique qui est assez parlante, donc vous allez peut-être tout de suite comprendre un petit peu le but de la construction d'un MCD. Alors le MCD permet une représentation graphique de l'organisation optimisée des données qui sont regroupées dans ce qu'on appelle des entités, qui vont correspondre finalement plus ou moins aux tables de votre base de données. Et en mettant en évidence les relations entre ces entités. Donc, par exemple, imaginons que vous ayez un site à construire qui permet de vendre des articles, donc vous avez besoin d'afficher un certain nombre d'informations sur les articles. Entre autres, vous allez afficher le nom, la description, une photo, le prix de l'article. Donc tout ça, ça concerne à chaque fois un seul article. Vous avez peut-être besoin aussi de mémoriser la quantité en stock de l'article, d'où le fait que j'ai rajouté un attribut stock. Et puis ces articles, on doit pouvoir les repérer de façon unique, alors on va les numéroter. Et on rajoute un numéro d'article, et si on le souligne, c'est pour dire que ça représente en fait l'identifiant de l'article, c'est-à-dire que par un numéro, on sait qu'on accède à un article unique. Donc, on va avoir toutes ces informations sur l'article, à partir de là, on doit pouvoir classer les articles par catégorie. Alors pourquoi ne pas avoir mis directement catégorie dans l'article ? Bien tout simplement parce qu'on sait qu'il peut y avoir plusieurs articles de la même catégorie. Donc ce serait dommage qu'on répète plusieurs fois le nom de la catégorie. D'où le fait qu'on a créé une entité catégorie dans laquelle on va stocker toutes les catégories et on fait un lien entre articles et catégories. Donc, j'explique rapidement le principe des numéros qu'on appelle des cardinalités sur les liens. Eh bien, un article est classé dans une et une seule catégorie, minimum, maximum. Par contre, pour une catégorie, je peux avoir dans la même catégorie 0 ou n articles qui sont classés dans cette catégorie. Donc là, on a ce qu'on appelle une dépendance fonctionnelle entre articles et catégories. C'est-à-dire qu'un article dépend d'une catégorie précise. Donc au niveau de la base de données, il faudra qu'on se rappelle quelle est la catégorie de l'article. On mettra le numéro de catégorie d'un article pour pouvoir accéder à la catégorie précise. Donc là déjà, on a au moins la possibilité d'afficher une page dans notre site qui affiche la liste des articles classés par catégorie. Ensuite, la personne doit pouvoir passer une commande sur notre site. Donc, il faut qu'on mémorise des informations de la commande. Donc, pour la commande, on va les numéroter. On va mémoriser la date de paiement ou date de commande, aucune importance. Et puis, il faut savoir qui a commandé. Sachant qu'un client peut commander plusieurs fois sur le site, eh bien, je vais le mémoriser dans une entité séparée. Ça serait dommage de mettre à chaque fois le nom et l'adresse du client dans commande si on peut avoir plusieurs commandes pour un même client. D'où à nouveau ces cardinalités. Vous voyez qu'une commande n'est passée que par un et un seul client minimum maximum. Par contre, un client peut passer une à plusieurs commandes, une à n commandes. Alors pourquoi une minimum ? Parce qu'on peut imaginer qu'on va mémoriser le client qu'à partir du moment où il aura passé une première commande. Enfin, il nous reste le problème qu'une commande, je veux savoir quels sont les articles qui ont été commandés dans cette commande. D'où le fait que j'ajoute cette fois-ci ce qu'on appelle une association, parce que dans le MCD, en fait, vous avez soit des entités représentées dans des rectangles, soit des associations représentées dans cette représentation avec les coins arrondis, qui permettent en fait de lier deux entités. Alors, les associations, on peut les représenter éventuellement juste sous forme de petits ronds. On verra plus tard pourquoi. Mais en fait, ça vient du fait qu'on a une cardinalité 1-1. Là, vous voyez, on a n de chaque côté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur une commande, je peux avoir 1 à n articles. Effectivement, je peux avoir plusieurs lignes de commande dans une commande. Et puis, un article... une catégorie un article précis peut être commandé 0 ou plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il peut apparaître dans plusieurs commandes différentes. Et remarquez la quantité commandée qui est ici, qui dépend de la commande et de l'article. Effectivement, vous ne pouvez pas imaginer une quantité commandée dans commande. Ça voudrait dire que tous les articles de la commande sont commandés dans la même quantité. Ça n'a aucun sens. Et on ne peut pas imaginer non plus la quantité commandée dans article. Ça voudrait dire qu'un article, quelles que soient les commandes, il est toujours commandé dans la même quantité. Là aussi, ça n'a aucun sens. Donc la quantité commandée apparaît vraiment sur la ligne de la commande. C'est-à-dire que pour une commande précise et un article de cette commande, à ce moment-là, j'ai une quantité qui a été commandée. Donc le MCD s'appuie sur une méthode de conception et permet ainsi d'obtenir facilement ce qu'on appelle le modèle relationnel qui servira à la construction de la base de données. Donc
on va apprendre plus tard dans ce cours à construire ce genre de schéma qui se fait relativement simplement parce que c'est très visuel et très parlant. Et ce schéma permet ensuite d'obtenir les relations du modèle relationnel. Donc une fois le MCD construit, il est facile d'obtenir les relations. Par exemple, on retrouve la relation, on appelle ce qui est en ligne comme ça, c'est ce qu'on appelle donc des relations. On a la relation article avec, on retrouve le numéro d'article, le nom, la description, photo, prix et stock. On retrouve le numéro d'article en clé primaire. Par contre, on a en plus le numéro de catégorie. Alors je reviens sur le schéma, je vous rappelle que on a un lien entre article et catégorie, avec un 1-1 de ce côté, c'est-à-dire pour dire qu'un article ne concerne qu'une catégorie. Donc je veux savoir quelle est la catégorie. Donc il suffit que je mémorise dans l'article le numéro de catégorie pour pouvoir accéder ensuite dans la table catégorie aux informations qui sont dans la catégorie, c'est-à-dire le libellé. On fera pareil pour la commande. Une commande ne concerne qu'un client, donc je vais mémoriser dans commande juste le numéro de client, et à partir du numéro de client, je pourrai accéder aux informations du client, donc son nom et son adresse. Donc voilà pourquoi au niveau relation, on va préciser tous les attributs qui sont dans article, puis on va préciser quelle est la clé primaire, et puis on ajoute numéro catégorie en précisant que c'est une clé étrangère en référence à numéro catégorie de catégorie. Effectivement, on aura aussi la relation catégorie qui contient numéro catégorie et libellé. Et vous voyez qu'à partir d'articles et de numéro catégorie, je pourrais faire le lien en SQL. Je pourrais faire le lien pour accéder au nom, au libellé de la catégorie. De même, la commande, je retrouve numéro commande, date paiement et le fameux numéro client qui va être clé étrangère pour pouvoir accéder ensuite à la relation client où je pourrais obtenir le nom et l'adresse du client. Il reste la dernière relation la plus complexe, c'est lead commande qui est issue donc de l'association entre commande et article, d'où le fait de vous remarquer qu'en clé primaire, j'ai un numéro de commande plus un numéro d'article, parce que effectivement, pour accéder à une ligne de commande, j'ai besoin de connaître le numéro de commande plus le numéro d'article. Et à partir de là, j'obtiens la quantité commandée. Alors attention, cette fois, les deux attributs de la clé primaire sont aussi clés étrangères. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'une ligne de commande, je dois pouvoir retrouver la commande concernée et je dois pouvoir retrouver l'article concerné. Donc ce qu'on appelle ces relations, elles vont permettre ensuite de créer les tables. En SQL, vous aurez l'occasion de voir que finalement les requêtes SQL créa de tables qui permettent de créer les tables vont être extrêmement proches de l'écriture de ces relations. Le tout maintenant, parce que là on a affaire à une petite base de données assez simple, le tout c'est effectivement de savoir comment trouver le moyen pour optimiser au maximum la création de ces relations. Alors, l'air de rien, on l'a fait intuitivement, mais on a suivi un certain nombre de règles qui sont basées sur les fameuses règles du modèle relationnel, sur les dépendances fonctionnelles entre les différents éléments. Donc on n'a pas rangé les choses n'importe comment. Du coup, maintenant, on va voir justement les fameuses règles du modèle relationnel. Alors, qu'est-ce que c'est ce modèle relationnel ? En fait, il permet d'organiser les données, c'est-à-dire les différents attributs, nom, article, prix, etc., en relations qui se transforment donc ensuite en tables dans la base de données. Et il est basé sur le concept de dépendance fonctionnelle. On l'appelle aussi modèle logique de données, pour que vous fassiez le lien si vous avez déjà utilisé ce terme-là. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'une dépendance fonctionnelle ? En voyant d'abord une définition purement mathématique, mais à travers les exemples, vous allez mieux comprendre. On parle de deux attributs, soit deux attributs A et B, par exemple le numéro article et le nom de l'article. On dit que B dépend fonctionnellement de A, et on le note à flèche B, si à chaque valeur de A ne correspond qu'une seule valeur de B. Donc prenons un exemple. Si j'écris numéro INSEE flèche nom, c'est-à-dire que je dis qu'il y a dépendance fonctionnelle entre un numéro d'INSEE et un nom, eh bien c'est le cas, car il n'y a pas deux personnes ayant le même numéro d'INSEE. Donc à partir du moment où vous avez le numéro d'INSEE d'une personne, vous avez forcément son nom. En tout cas, il ne peut y avoir qu'un seul nom pour un numéro d'INSEE. Par contre, dans l'autre sens, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que à partir d'un nom, vous n'avez pas forcément qu'un seul numéro d'INSEE. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir des homonymes, et les homonymes ont des numéros d'INSEE différents. Donc voilà le principe de la dépendance fonctionnelle, et c'est là-dessus qu'on va se baser
entre autres pour trouver les liens et pour mettre dans les mêmes relations ceux qui sont les attributs qui ont les dépendances fonctionnelles. Alors on va affiner un peu cette notion de dépendance fonctionnelle. Il y a ensuite la notion de dépendance fonctionnelle élémentaire. Donc là encore, la définition purement mathématique, si on a deux attributs A et B, on a DF, on a une dépendance fonctionnelle A flèche B qui est élémentaire. S'il n'existe pas C contenu dans A, tel que C donne B. Alors l'exemple va vous permettre de mieux comprendre. Imaginons que je mette un couple numéro commande, numéro article, donne nom article. On a bien une dépendance fonctionnelle, c'est-à-dire que si on vous donne un numéro de commande et un numéro d'article, vous êtes capable d'avoir un seul nom d'article unique. Par contre, c'est une dépendance fonctionnelle non élémentaire, parce que les deux premières informations, on obtient bien la dernière, mais on n'a pas besoin des deux premières informations pour obtenir le nom article. Le numéro de commande est en trop, c'est-à-dire que numéro article me suffit pour obtenir un nom d'article. Je n'ai pas besoin d'avoir le numéro de commande en plus pour obtenir le nom de l'article. Donc là, cette fois-ci, numéro article dans nom article donne une dépendance fonctionnelle élémentaire. Alors, par contre, dans l'exemple suivant, numéro commande numéro article donne quantité commandée. Cette fois-ci, on est bien en élémentaire parce qu'il ne faut pas que vous pensiez que pour être en élémentaire, il faut qu'un seul attribut à gauche. Là, vous voyez qu'à gauche, on a bien deux attributs, numéro commande et numéro article, et on a besoin de ces deux attributs pour obtenir la quantité commandée. Parce qu'effectivement, un numéro commande ne suffit pas, tout simplement parce qu'il peut y avoir des quantités commandées différentes pour chaque article de la commande, et comme on l'a vu tout à l'heure aussi, le numéro article ne suffit pas parce qu'effectivement, pour un article, il peut être commandé dans des quantités différentes suivant les commandes. Alors, au niveau du modèle relationnel, on a aussi la dépendance fonctionnelle directe. On a vu la dépendance fonctionnelle élémentaire. Cette fois-ci, la dépendance fonctionnelle directe. Là encore, la définition mathématique, c'est soit deux attributs A et B. On a une dépendance fonctionnelle de A vers B. Elle est directe s'il n'existe pas C qui serait intermédiaire, c'est-à-dire tel que A donne C et C donne B. Alors, un exemple pour que ce soit plus clair. Donc, nous possédons entre autres les attributs suivants. Donc, on a un numéro client, le nom du client et le numéro de commande. À partir d'un numéro de commande, on peut connaître le nom du client parce qu'une commande concerne qu'un seul client, donc forcément, on a un seul nom de client. Mais on est en nom direct parce que d'après les attributs qu'on nous donne, on voit bien qu'il y a un numéro de client qui peut se mettre en intermédiaire. C'est-à-dire que on a le numéro de commande nous donne le numéro de client. Là, on est en dépendance fonctionnelle directe. Et à partir d'un numéro client, j'obtiens le nom du client. Donc, vous sentez bien que le numéro client peut se mettre en intermédiaire entre numéro commande et nom client. D'où le fait qu'on n'a pas une dépendance fonctionnelle directe. Alors, voyons tout de suite si ces notions sont comprises entre dépendance fonctionnelle élémentaire et directe. On va voir tout de suite un exercice là-dessus. On vous donne un ensemble d'attributs. Et donc, numéro client, nom client, adresse client, numéro article, nom article, prix, numéro commande, date commande, quantité commandée. Alors là, ce que je vous conseille, à partir de là, c'est en fait de faire une pause et de chercher par vous-même pour chaque dépendance fonctionnelle qu'on vous donne, précisez d'abord, pour chaque ligne qu'on vous donne, précisez d'abord si d'après vous c'est une dépendance fonctionnelle et si c'est le cas, est-ce qu'elle est élémentaire ou est-ce qu'elle est directe ou les deux. Et là, vous verrez si vous avez compris les notions qui viennent d'être montrées. Alors, maintenant je vais donner la solution ligne par ligne en expliquant. Donc, un nom client, flèche adresse client. Est-ce qu'il y a dépendance fonctionnelle entre nom et adresse client? Eh bien, la réponse est non. Pourquoi? Parce que à partir d'un nom client, je vous rappelle qu'on peut avoir des homonymes, et les homonymes peuvent habiter à des adresses différentes. Donc, il n'y a pas de dépendance fonctionnelle. Est-ce qu'un numéro client me donne une adresse client? Effectivement, oui. Pourquoi? Parce qu'un numéro client est unique, donc on désigne un client précis et on a son adresse. Est-ce qu'on a une dépendance fonctionnelle élémentaire? Oui.
Oui, parce que, alors là, c'est pas très difficile puisque vous n'avez qu'un attribut à gauche. Hein. On peut commencer à se poser des questions dès qu'on a plusieurs attributs à gauche, parce que élémentaire, ça veut dire qu'on a le minimum d'attributs à gauche pour accéder à l'attribut de droite. Donc là, forcément, c'est élémentaire. Est-ce qu'elle est directe? C'est-à-dire, est-ce que je peux mettre un attribut entre numéro client et adresse client qui servirait d'intermédiaire? Il n'y a pas d'attribut d'intermédiaire, donc on est bien en une dépendance directe. À partir d'un numéro client, ça me donne directement les informations du client, donc le nom du client, l'adresse, le téléphone, etc. Le suivant, numéro commande plus numéro client, me donne la quantité commandée. Eh bien, ce n'est pas une dépendance fonctionnelle, puisque pour avoir une quantité commandée, il faut que je sache aussi quel est l'article commandé. Donc là, je n'ai pas l'article, j'ai que numéro commande et numéro client. Donc à partir du moment où ce n'est pas une dépendance fonctionnelle, c'est même pas la peine que je me demande si elle est élémentaire ou directe. Numéro commande plus numéro article me donne le prix. Est-ce que j'ai une dépendance fonctionnelle? Oui, parce qu'effectivement, je peux connaître le prix, puisqu'à partir du moment où j'ai l'article, j'ai le prix. Est-ce que je suis en élémentaire, c'est-à-dire est-ce qu'à gauche, j'ai le minimum d'attributs pour accéder au prix? Bien, en fait, je viens plus ou moins de vous donner la réponse, puisque je vous ai dit, à partir du moment où j'ai le numéro d'article, j'ai le prix de l'article. Donc, le prix ne dépend pas de la commande. A priori, il ne dépend pas de la commande. Donc, le prix ne dépend que de l'article. Ça veut dire que je ne suis pas en élémentaire. Est-ce que je suis en direct? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un attribut intermédiaire à mettre entre ce qui est à gauche et ce qui est à droite? Il n'y a pas d'attribut intermédiaire à mettre, c'est-à-dire qu'à partir d'un numéro d'article, j'ai directement le prix et j'ai toutes les informations de l'article. Donc, je suis bien en dépendance fonctionnelle directe. Ensuite, numéro commande plus numéro article me donne la quantité commandée. Est-ce que j'ai une dépendance fonctionnelle? Oui. Et c'est ce qu'on a vu, hein, la quantité commandée était dans l'association entre commande et article. J'ai bien besoin d'un numéro de commande et d'un numéro d'article pour obtenir la quantité commandée. J'ai besoin des deux attributs à gauche pour obtenir celui de droite. Donc je suis bien en élémentaire. Et je n'ai aucun intermédiaire à mettre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un numéro de commande et un numéro d'article, j'obtiens directement la quantité commandée, je n'obtiens pas quelque chose d'autre avant, donc je suis bien aussi en dépendance fonctionnelle directe. Numéro commande me donne la date commande. Effectivement, à partir d'un numéro de commande, j'obtiens la date de commande. J'ai un minimum d'attributs à gauche puisque je n'en ai qu'un, donc je suis forcément en élémentaire. Ça ne me donne rien d'autre d'intermédiaire que la date de commande, donc je suis bien en dépendance directe. Numéro commande me donne le nom du client. Effectivement, c'est le cas, hein, puisqu'une commande ne concerne qu'un seul client. Est-ce que je suis en élémentaire? Bien, à gauche, je n'ai qu'un seul attribut, donc forcément, je suis en dépendance fonctionnelle élémentaire. Est-ce que je suis en direct? Eh bien là, non, parce que c'est ce qu'on a vu avant et qu'on voit plus haut dans les attributs disponibles. On a un numéro de client, donc on se doute bien qu'il va se mettre en intermédiaire entre numéro commande et non client. À partir d'un numéro de commande, j'obtiens un numéro de client, et à partir d'un numéro client, j'obtiens le nom du client. Et enfin, un numéro de commande, est-ce que ça me donne un nom d'article? Alors, je vous rappelle que dans une commande, on peut commander plusieurs articles, donc ça ne va pas me donner qu'un seul nom, mais plusieurs. Donc, ça ne me donne pas qu'un seul nom d'article, donc je ne suis pas en dépendance fonctionnelle. Il faut bien que vous compreniez qu'en fait, tout est basé sur cette notion de dépendance fonctionnelle. Et du coup, la construction des relations que l'on a vu précédemment est basée sur cette notion de dépendance fonctionnelle. Alors, revenons sur cette notion de relation. Une relation, la définition purement mathématique, c'est un sous-ensemble de produits cartésiens d'une liste d'attributs. Et elle possède un nom et contient une liste d'attributs. En gros, vous allez avoir par exemple la relation client qui contient numéro client, nom client, adresse client. Et bien, à l'intérieur de cette relation, il ne va y avoir qu'un sous-ensemble de toutes les possibilités de mélange d'un numéro client, nom client et adresse client. Donc, on va avoir précisément un numéro client précis correspondant à un nom client correspondant à une adresse précise. Donc voilà des exemples de relations, client, commande, article, ligne, commande, ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et puis là, c'est la représentation en compréhension. On parle aussi de représentation en extension, où on va donner le détail du contenu en fait de la relation. Donc là, on va avoir
pour chaque ligne, qu'on appelle aussi un tuple, les informations d'un client précis, donc le client 45 Bertrand qui habite Nice, et puis chaque colonne représente finalement un attribut qui va contenir donc toutes les informations pour tous les clients concernés, donc tous les noms des clients. Dans le premier exemple du cours, on a vu aussi déjà la notion de clé primaire et de clé étrangère. Donc la clé primaire d'une relation, on parle donc de l'identifiant dans la relation, c'est en fait c'est l'attribut ou l'ensemble d'attributs, parce qu'on peut avoir plusieurs attributs représentant une clé primaire, dont les autres attributs sont en dépendance fonctionnelle avec la clé. Donc évidemment, une relation va posséder qu'une seule clé, même si cette clé est composée de plusieurs attributs. Et la relation peut avoir zéro ou plusieurs clés étrangères. Donc une clé étrangère d'une relation est un attribut ou un ensemble d'attributs qui a un rôle de clé primaire dans une autre relation. Donc on peut en avoir zéro ou plusieurs. Ce sont les clés étrangères qui permettent de faire les liens entre les relations. C'est ce qu'on a déjà vu dans l'exemple précédent. Je vous rappelle un extrait de l'exemple. Donc vous avez par exemple la relation client qui contient un numéro client en clé primaire. Ça veut dire que tous les autres attributs sont en dépendance fonctionnelle avec numéro client, en dépendance fonctionnelle élémentaire et directe d'ailleurs. C'est-à-dire que pour un numéro de client, venait qu'un nom client et venait qu'une adresse client. Et puis on avait la relation commande, rappelez-vous, avec numéro commande et date commande, avec numéro commande en clé primaire, et vous aviez numéro client qui est en clé étrangère qui permet de faire le lien avec le numéro client qui est en clé primaire dans la relation client. Voyons maintenant une notion qui fait souvent peur aux étudiants, c'est la notion de forme normale d'une relation. Alors, on a 3 niveaux de forme normale, la première, la deuxième et la troisième. Et ce qui va nous intéresser le plus, c'est la troisième. Mais pour comprendre la troisième, on va voir quand même les 2 premières. Donc, on parle de première forme normale. La relation possède au moins une clé, donc tous les autres attributs de la relation sont en dépendance fonctionnelle avec la clé. On ne parle pas de dépendance fonctionnelle élémentaire et direct. Là, pour le moment, c'est juste dépendance fonctionnelle. Donc, par exemple, si j'avais une relation commande avec numéro commande, numéro article, quantité, date et nom client, et en clé primaire, numéro commande, numéro article, on est bien en dépendance fonctionnelle, c'est-à-dire qu'à partir d'un numéro commande et numéro article, vous êtes d'accord que je peux avoir la quantité de l'article commandé dans cette commande, je peux avoir la date. Il me suffit que j'ai le numéro de commande pour avoir la date, mais j'ai bien une dépendance fonctionnelle. Et je peux avoir le nom du client parce qu'à partir d'une commande, j'ai bien un seul client concerné. On parle de deuxième forme normale quand cette fois-ci, on a la notion de dépendance fonctionnelle élémentaire avec la clé. Alors ce coup-ci, là, vous voyez qu'on n'était plus en élémentaire. Effectivement, on obtenait la date uniquement avec le numéro commande, on n'avait pas besoin du numéro article pour obtenir la date. Donc là, si j'ai cette fois-ci la relation commande avec juste numéro commande en clé primaire, date et nom client, j'ai bien une dépendance fonctionnelle élémentaire à chaque fois. Vous sentez bien par contre qu'elle n'est pas en direct avec le nom du client. Un numéro commande ne me donne pas directement le nom du client. Donc la troisième forme normale, c'est cette fois-ci, on est en deuxième forme normale, c'est-à-dire qu'on est en dépendance fonctionnelle élémentaire, mais en plus directe. Donc là, par exemple, si j'ai la relation client avec juste numéro client, nom client, et la relation commande avec numéro commande en clé primaire, et le numéro client en clé étrangère pour accéder donc au client qui est donc dans la relation client, à ce moment-là, tous les attributs sont en dépendance fonctionnelle élémentaire et directe avec la clé primaire. C'est le but final du modèle relationnel. Ce que l'on veut avant tout, et c'est même la seule règle que l'on veut respecter, c'est pour optimiser l'organisation d'un modèle relationnel et donc d'une base de données, il faut que dans toutes nos relations, les attributs soient en dépendance fonctionnelle élémentaire et directe avec la clé primaire. Voyons si ces notions sont comprises à travers un petit exercice. Donc, on vous demande d'écrire les relations qui respectent la troisième forme normale à partir de la liste des attributs suivants. Donc, on vous donne numéro étudiant, numéro classe, numéro matière, nom étudiant, nom classe, nom matière et coefficient. Et puis, on vous donne quelques règles de gestion, c'est-à-dire on vous dit qu'un étudiant est inscrit dans une classe et qu'un coefficient dépend de la matière et de la classe.
Donc faites une pause, essayez d'écrire les relations correspondantes. Alors vous avez compris un peu le principe, c'est que souvent dans un contexte, on a un ensemble d'attributs qu'on veut mémoriser. C'est le cas ici, on vous donne une liste d'attributs. Et ensuite, il faut essayer de les organiser de façon la plus optimisée possible. Donc là, on va écrire quand même directement les relations, mais il y a très peu d'attributs. Vous voyez, il y en a 3, 6, 7 attributs. Donc forcément, ça va être pas trop difficile. Et pourtant, il faut quand même réfléchir un peu. Donc faites une pause, essayez de les écrire, et là on va voir maintenant la solution. Donc ce qu'on repère tout de suite assez facilement, c'est qu'on a effectivement un numéro de matière et un nom de matière qui vont être relativement indépendants. Donc on va pouvoir écrire la relation matière avec numéro matière, non matière, sachant que le numéro matière sera la clé primaire. Ensuite, on a repéré qu'il y avait le numéro de classe et le nom de la classe. Ça aussi, ça va permettre de donner une relation classe avec numéro classe, non classe. Puis, on nous dit, on a des informations sur l'étudiant, puisqu'on a le numéro d'étudiant et le nom de l'étudiant. Par contre, on sait aussi qu'un étudiant est inscrit dans une classe. Du coup, on va pouvoir créer la relation étudiant avec numéro étudiant, non étudiant, et on va mettre en clé étrangère le numéro de classe pour ne pas réécrire les informations, pour ne pas réécrire le nom de la classe, on ne serait plus en dépendance fonctionnelle directe. Donc on met juste le numéro de classe qui va nous permettre d'accéder à la relation classe. D'où le fait que dans étudiant, j'ai numéro étudiant en clé primaire et numéro classe en clé étrangère. Il reste le problème du coefficient. Alors on vous dit qu'un coefficient dépend de la matière et de la classe. Donc on a déjà une matière, une relation matière, déjà une relation classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je récupère un numéro de matière et un numéro de classe pour pouvoir accéder au coefficient. Du coup, je vais créer une relation que je vais appeler par exemple matière-classe, qui va contenir en clé primaire numéro classe, numéro matière, et qui va me permettre d'accéder au coefficient, un petit peu comme la quantité commandée tout à l'heure qu'on avait entre la relation commande et la relation article. Et bien sûr, on retrouve numéro classe et numéro matière qui sont clés étrangères parce qu'à partir de là, il faut que je puisse réaccéder à la classe concernée et à la matière concernée. Donc vous voyez qu'avec très peu d'attributs, il a fallu quand même réfléchir sur l'organisation de ce modèle relationnel. Alors vous doutez bien que si vous avez une cinquantaine d'attributs à gérer, ça devient nettement plus complexe. D'où l'intérêt d'utiliser le modèle conceptuel de données qui va nous aider. En fait, c'est une méthode qui va nous aider à organiser graphiquement les informations de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, avant d'obtenir les fameuses relations qui vont permettre de créer la base de données. Donc le modèle conceptuel de données, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un modèle, vous l'avez vu, visuel, qui permet donc de schématiser les dépendances fonctionnelles. Quelles sont ces règles? En fait, il respecte les fameuses règles du modèle relationnel, c'est-à-dire que le but, c'est d'avoir toujours des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes, donc respectant la troisième forme normale. Et il ajoute des règles visuelles, des règles de représentation, comme on l'a vu dans le premier exemple. Quel est l'intérêt de passer par le MCD? Je pense que vous l'avez compris, il est beaucoup plus facile à construire, il est beaucoup plus visuel, donc ça va être plus facile aussi à lire et à comprendre. Les outils du MCD, mais en fait il n'y en a que deux. Il y a les entités, ce que je vous ai montré au début. Ça représente en fait des relations en troisième forme normale dont la clé primaire est composée que d'un seul attribut, tandis que les associations qu'on avait représentées avec les coins arrondis sont des relations en troisième forme normale dont la clé primaire est composée de plusieurs attributs. Tous les autres éléments du MCD sont des dérivés en fait de ces deux éléments. Voyons ces deux éléments, les entités et les associations. D'abord les entités, voilà à quoi ressemble une entité. Vous avez donc un rectangle avec dans la partie haute le nom de l'entité, qui va être en fait le nom de la relation. Puis en premier dans la liste, la clé primaire, donc l'identifiant de l'entité qui sera souligné. Et ensuite la liste des attributs qui peuvent être accessibles, qui sont en dépendance fonctionnelle à partir de la clé primaire. Par exemple, article, avec le numéro article en clé primaire parce que chaque article va être repéré par un numéro, et puis par exemple le nom de l'article et le prix. Donc une seule clé primaire dans un seul attribut souligné dans une entité. La clé primaire
est mise en tête de l'entité, et puis ensuite elle peut contenir de 0 à plusieurs n attributs. Les clés étrangères ne sont pas écrites dans l'entité. On a vu dans le premier exemple qu'elles étaient représentées par des liens entre les différentes entités. Ensuite, les associations. Alors cette fois-ci, vous avez deux entités quelconques, avec à chaque fois des identifiants dans chaque entité et éventuellement des attributs. Et puis l'association va être représentée sous cette forme-là, avec le nom de l'association et éventuellement des attributs dans l'association. Donc par exemple, entre commande et article, vous avez l'association ligne commande qui contient la quantité commandée, ce qu'on avait vu dans le premier exemple. Une association a obligatoirement plusieurs clés primaires qui sont en fait représentées par les liens directs qui entourent l'association. Il y a au minimum 2 liens directs puisqu'il y a au minimum 2 attributs qui vont être clés primaires de l'association. Donc faites attention de ne pas vous retrouver avec une association qui n'a qu'un seul lien, ça n'a pas de sens. Et bien sûr, elle peut contenir 0 à n attributs parce qu'une association peut juste avoir besoin de relier 2 entités, comme elle peut très bien porter, comme ici, une quantité commandée. Les clés étrangères, encore une fois, ne sont pas écrites dans l'association directement. À partir de là, on va voir des nuances de ces deux objets, des entités et des associations. On parle par exemple des dépendances fonctionnelles entre entités. Donc ça représente une dépendance fonctionnelle en fait entre les clés primaires des objets, entités ou associations. On parle aussi de contraintes d'intégrité fonctionnelle quand la dépendance fonctionnelle est forte, c'est-à-dire que forcément un objet nous donne un autre objet. Donc par exemple, on a la représentation sous cette forme-là de la dépendance fonctionnelle. Donc une commande avec un numéro commande et une date ne concerne qu'un seul client. Donc on a la dépendance fonctionnelle qu'on peut représenter sous la forme d'un rond et d'une flèche, sachant que la flèche n'est pas obligatoire, elle est juste plus visuelle, elle permet de voir le sens de la dépendance fonctionnelle qui va de commande vers client. Et puis, classiquement, on représente souvent cette association, enfin, puisque c'est une association, en réalité, la dépendance fonctionnelle, elle est souvent représentée sous la même forme que l'association qu'on a vue juste avant. Il y a certains logiciels de conception comme WinDesign qui permet de représenter la dépendance fonctionnelle sous forme d'un rond comme ici. Ça me paraît nettement plus visuel parce que, l'air de rien, la dépendance fonctionnelle ne se traduit pas par une relation en troisième forme normale. Elle se traduit juste par une clé étrangère, on va le voir par la suite. Du coup, visuellement, je trouve que c'est beaucoup plus clair de la représenter comme ça, mais en réalité, les deux représentations sont totalement bonnes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une vraie association entre commande et client, mis à part que c'est une association qui ne donnera pas une relation au final et qui ne donnera pas une table dans la base de données. Ensuite, au niveau des cardinalités, on en a un petit peu parlé tout à l'heure aussi dans l'exemple qu'on a montré, ça permet d'exprimer le nombre minimum et maximum d'occurrences d'une entité par rapport à une autre, liée bien sûr par une association. Donc prenons l'exemple, on reprend l'exemple de commande client avec nom client, adresse client, ligne commande, quantité commandée, etc. Donc là, si je mets un 1 de ce côté, ça veut dire en fait qu'une commande ne concerne qu'un client au minimum et au maximum, tandis que le 1n de ce côté veut dire qu'un client peut avoir passé une à n commandes. Le 1n entre commande et ligne commande et le 0n entre article et ligne commande signifie encore une fois que côté commande, ça veut dire qu'une commande peut contenir un ou n articles. Effectivement, on peut commander plusieurs articles dans une commande. Et du côté d'article, un article peut être commandé 0 à n fois, c'est-à-dire dans 0 ou n commandes différentes. Alors, juste un détail, pourquoi un minimum ici ? On peut partir du principe, on en avait parlé tout à l'heure, qu'on va créer le client que s'il a passé au moins une commande. Si on crée le client à l'avance, à ce moment-là, on aurait mis 0n dedans. Un autre cas particulier d'association, ce sont les associations vides, qu'on appelle aussi des contraintes d'intégrité multiples ou multivaluées. C'est une association qui ne porte pas de données, d'où le fait que c'est une association vide. Elle ne doit son existence
que par un besoin au niveau des traitements. Par exemple, un livre peut avoir plusieurs auteurs, il sera nécessaire d'éditer un catalogue de livres classés par auteur. Donc du coup, on a des livres d'un côté, on a des auteurs de l'autre, et on a besoin de connaître quels sont les auteurs du livre. D'où le fait qu'on fait une association entre livre et auteur qui va me permettre pour chaque livre de connaître les 1 à n auteurs du livre, sachant qu'un auteur peut avoir écrit 0 à n livres, par exemple, ou 1 à n, tout dépend ce que vous stockez dans l'entité auteur. Donc on a bien une association, mais elle ne contient pas d'attributs, excepté évidemment la clé primaire, qui sera un numéro livre, numéro auteur, qui va permettre de faire des couples pour avoir à chaque fois les auteurs du livre. Autre cas particulier, les CIF sur association. Donc elles traduisent, ou les dépendances fonctionnelles sur association, elles traduisent une dépendance fonctionnelle entre la clé primaire d'une association et la clé primaire d'une entité. Donc par exemple, imaginons que pour un lieu précis et à une date précise, on mémorise un séjour. C'est-à-dire qu'un séjour, c'est forcément à un endroit précis et il commence à une date, et puis ça nous donne la durée du séjour. Donc à partir de telle date et pour une semaine, vous avez un séjour organisé dans ce lieu-là, avec le nom et l'adresse du lieu. Eh bien, chaque séjour est classé dans une catégorie. À ce moment-là, j'aurai bien une dépendance fonctionnelle qui va de séjour vers catégorie. Donc un séjour n'est classé que dans une et une seule catégorie, d'où le 1-1 de ce côté. Par contre, pour une catégorie, je peux avoir plusieurs séjours qui sont classés. Donc une dépendance fonctionnelle peut partir d'une entité comme il peut partir d'une association. Alors, si vous utilisez un logiciel comme WinDesign, il se trouve que WinDesign ne permet pas ce genre de choses. Il faut trouver une astuce et transformer séjour en entité. Mais ça, c'est une autre histoire parce qu'on aura l'occasion de voir dans le cours Meurice 2 que en fait la date peut être supprimée dans ce genre de schéma. Mais bon, c'est quand même une notion un petit peu complexe et un petit peu différente qu'on verra plus tard. Alors une autre représentation au niveau de Meurice, c'est ceci, c'est-à-dire que au lieu de faire partir la dépendance fonctionnelle directement de l'association, on part du principe qu'on a ici une sorte d'entité qui représente le lien, enfin donc c'est séjour quelque part, qui représente le lien entre lieu et date. Donc tout l'ensemble, donc les pointillés sont mis sur tout l'ensemble ou uniquement autour de séjour, me donne le lien avec catégorie. On parlait tout à l'heure de contraintes d'intégrité fonctionnelle. Alors voyons justement la notion d'intégrité fonctionnelle. Une intégrité fonctionnelle traduit une dépendance forte entre des objets. Elle permet d'éviter les données parasites. Et on peut paramétrer dans un SGBDR, la base de données, on peut paramétrer des règles de façon à ce que justement il n'y ait pas des données parasites qui restent dans la base de données. Par exemple, reprenons notre exemple de commande client, article et ligne commande. Alors, une commande est obligatoirement liée à un client. Ça veut dire qu'on peut forcer le SGBDR à ce que lorsqu'on crée une commande, il faut forcément lui intégrer aussi un client correspondant. Donc ça veut dire que le numéro client dans commande ne pourra pas rester vide. La commande doit toujours être attachée à un client. De même, on peut paramétrer de façon à ce que la suppression d'une commande doit entraîner la suppression de tous les tubes correspondants dans ligne.com. C'est-à-dire que si vous supprimez une commande et qu'il y avait des lignes de commande enregistrées, il n'est pas question que des lignes de commande restent présentes avec des numéros de commande fantômes, c'est-à-dire une commande qui n'existe plus. De même, on peut imaginer un client ne peut être supprimé si des commandes sont rattachées à lui. Donc évidemment, si vous avez des commandes mémorisées pour un client, vous ne pourrez pas supprimer ce client-là. Il faudra soit supprimer les commandes correspondantes, soit interdire la suppression du client. Et tout ça, ça peut se paramétrer effectivement dans la base de données, dans le SGBDR. Alors, voyons à travers un petit exercice simple si vous arrivez à construire le MCD en respectant les règles de la troisième forme normale. Donc un film est repéré par un numéro, il possède un titre, un genre, un ou plusieurs acteurs et une date de parution. Les films sont classés par genre mais aussi par acteur. Donc là, vous faites une pause et vous essayez de faire le schéma correspondant. Donc repérez bien les différentes informations qu'on vous donne. Et là, je vais vous donner la solution. Alors, avant d'afficher la solution, vous repérez qu'un film est repéré par un numéro, donc on va avoir une entité film avec forcément un numéro en identifiant. Ensuite, il possède un titre. Le titre est en dépendance fonctionnelle directe et élémentaire avec le numéro, donc il va être forcément dans le film.
Par contre, le genre, on se doute bien qu'il peut y avoir plusieurs films dans un même genre, donc ça serait bien de faire une entité genre séparée. Idem pour acteur. Par contre, on a bien une dépendance fonctionnelle directement entre film et genre, puisque un film n'est que d'un seul genre. Mais on a une association avec un acteur parce qu'un film, il peut y avoir plusieurs acteurs attachés au film. Donc voilà ce que ça donne au final. On retrouve bien l'entité film avec le titre, la date de parution, une dépendance fonctionnelle vers le genre pour avoir le genre du film qui a été géré dans une entité séparée. On a l'entité acteur pour avoir la liste de tous les acteurs et une association qui ne porte pas de données mais qui est obligatoire parce qu'on a besoin de connaître les acteurs du film. Vous remarquez au passage que c'est tout de même plus simple de construire le schéma rien qu'en lisant un sujet plutôt que d'avoir des attributs et écrire directement les relations et réfléchir tout de suite à la forme normale et aux différents liens entre les attributs. D'où l'intérêt donc de passer par le modèle conceptuel de données pour pouvoir obtenir ensuite les relations et la base de données. Voyons maintenant quelques cas de figure assez classiques du MCD. Ces cas de figure vont vous aider à construire plus facilement les différents schémas que vous aurez à faire par la suite. Par exemple, quand on a affaire à gérer des historiques. Gérer un historique suppose que l'on désire garder des informations dans le temps. Il impose l'intervention d'une entité temporelle. Par exemple, le but est de mémoriser les locations des films avec à chaque fois la date de location, la date de retour. Et il faut savoir qui a loué le film. Alors comment on va gérer ce problème ? Eh bien, on a besoin de mémoriser les films. Et puis les locations, on est d'accord qu'un film peut être loué plusieurs fois à des moments différents, à des dates de location différentes. Du coup, pour repérer une location, on a besoin d'une entité temporelle, l'entité date. Et c'est donc un numéro de film plus une date de location me donne une location précise qui concerne une seule date de retour et un seul client qui va louer le film à cette date-là. Donc dès qu'il y a cette notion d'historique, il y a forcément une date en identifiant. On verra dans le cours de Meurice 2 qu'effectivement on peut éviter d'avoir, avec les nouvelles notions, d'avoir la date dans une entité séparée, car de toute façon cette entité va disparaître ensuite dans le modèle relationnel. Donc une entité temporelle n'existe que pour la création de l'association, elle n'existe pas par la suite. On a le cas totalement similaire avec les notions de numérotation. Donc certaines informations nécessitent une numérotation en fonction d'une autre. Par exemple, un dossier concerne un client, il est constitué de fiches d'intervention. Les fiches sont numérotées à partir de 1 pour chaque dossier. Donc première fiche du dossier, deuxième fiche du dossier, et quand vous passez à un dossier suivant, vous recommencez à 1 la numérotation des fiches. Et bien comment vous allez gérer les fiches ? Donc on a le dossier qui concerne un client, donc ça c'est classique, entité dossier, une dépendance fonctionnelle vers client. Puis ensuite une fiche est numérotée par dossier. Du coup, on a besoin d'un numéro de dossier plus un numéro de fiche pour avoir une fiche. Vous ne pouvez pas faire une entité fiche avec juste une dépendance fonctionnelle vers dossier, parce que ça voudrait dire que si on mettait un numéro de fiche dans fiche, ça voudrait dire que toutes les fiches ont un numéro différent. Or, on peut retrouver le numéro 1 de fiche dans différents dossiers. Ça veut dire qu'on a bien besoin d'un couple de numéros pour pouvoir identifier une fiche, c'est-à-dire un dossier, le dossier 43 fiche 1, le dossier 43 fiche 2, et puis le dossier 44 fiche 1, etc. Donc attention, évidemment, cette entité numéro, comme l'entité date qu'on a créée tout à l'heure, ne sert que pour la création de l'association. On ne gardera jamais dans la base de données une table date qui contient toutes les dates du calendrier, ni une table numéro qui contient tous les numéros existants. Du coup, pour éviter ces entités un peu parasites, qui sont créées artificiellement juste pour créer une association, eh bien, Meurice 2 a mis en place un nouveau système qui est le lien relatif ou le lien identifiant, que je vous montre tout de suite et qui sera rappelé dans le cours de Meurice 2 et qui va permettre d'éliminer ces entités temporelles ou ces entités de numérotation. Alors reprenons l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, sans lien identifiant, c'est-à-dire la location qui dépendait d'un film et d'une date, et à partir de là, on avait une location précise. La représentation sous forme de Meurice 2 évite cette entité temporelle et représente les choses comme ceci. C'est-à-dire qu'on fait une entité location,
mais en réalité, on met un 1-1 soit entre parenthèses, soit on met un petit r à côté pour dire lien relatif. Et ces parenthèses vont symboliser le fait que l'identifiant de location, ce n'est pas juste date location, mais c'est date location plus numéro film. C'est-à-dire que numéro film n'est pas juste clé étrangère dans location, puisque là, a priori, avec ce lien-là, je devrais avoir juste numéro film en clé étrangère. Eh bien, il est aussi en clé primaire. Donc location est en réalité une association, exactement comme au-dessus, mis à part qu'on le représente sous forme d'entité de façon à éviter cette entité date qui est un peu parasite, enfin qui est là juste pour factice pour pouvoir créer l'association location. Alors attention, ça ne change rien au niveau relationnel, c'est-à-dire que vous avez toujours la relation film dans les deux cas avec numéro film et titre et puis numéro film en clé primaire, et puis vous avez la relation location qui est issue soit de l'association, soit de l'entité, mais de toute façon, la clé primaire, c'est numéro film et date location. Dans ce cas-là, on le voit clairement, hein, on voit numéro film d'un côté, date location de l'autre. Dans ce cas-là, il est représenté par ce lien relatif, ce lien identifiant, où vous avez donc date location en clé primaire, plus la clé primaire d'en face, c'est-à-dire plus numéro film. Donc dans les deux cas, on a bien numéro film, date location en clé primaire. Et dans les deux cas, on a le numéro film qui est de toute façon en clé étrangère, hein, puisque je vous rappelle que dans une association, la clé primaire avec le lien est aussi étrangère. Et par contre, date location n'apparaît que en clé primaire, il n'apparaît pas en clé étrangère. Dans ce cas-là, c'est une évidence. Dans ce cas-là, il faut le savoir. Dès que vous utilisez ces entités temporelles ou numéros, c'est totalement factice, hein, c'est juste pour créer l'association, mais à aucun moment vous aurez une relation date. Donc il n'est pas question d'avoir une clé étrangère vers une relation date qui contiendrait toutes les dates du calendrier. On va voir la même chose avec le lien relatif sur la numérotation, hein, le lien identifiant. Donc on avait vu l'exemple tout à l'heure avec dossier et numéro pour avoir des fiches qui sont numérotées par dossier et qui redémarrent à chaque fois au numéro 1. Et bien avec Meurice 2, pareil, on va faire une entité fiche avec un lien relatif entre fiche et dossier. Donc le 1 entre parenthèses ou avec un R écrit à côté. Et là, vous avez en identifiant un numéro de fiche plus un numéro de dossier, donc exactement la même chose. Donc au niveau relationnel, ça ne change rien, on a toujours dossier avec numéro dossier et date ouverture, et numéro dossier en clé primaire, et fiche, on a toujours numéro dossier et numéro fiche en clé primaire, là on le voit très bien avec les deux liens directs, et là on le voit parce que numéro fiche est en clé primaire, et qu'avec les parenthèses, on va chercher le numéro dossier en clé primaire aussi. Et en clé étrangère, il y a juste numéro dossier. Ici, ça se voit très bien. Ici, il faut savoir qu'une entité numéro n'a pas d'existence dans la base de données. Donc, on ne va avoir que numéro dossier en clé étrangère. Alors, on va voir si ces notions sont comprises à travers un petit exercice. Donc, voici un ensemble de relations. Et à travers ces relations, on va vous poser un certain nombre de questions. Donc là, vous remarquez, donc dans dossier, on a ID dossier, date ouverture, ID client, ID dossier en clé primaire, ID client en clé étrangère pour avoir le client du dossier. Et puis on a fiche dossier, ID dossier, num fiche, les deux étant ensemble clé primaire, puis la date fiche et description, et on a juste ID dossier en clé étrangère. Donc première question, pourquoi num fiche n'est pas aussi clé étrangère dans la relation fiche dossier, puisque on a l'habitude normalement que lorsqu'on a deux éléments dans la clé primaire, les deux sont clés étrangères. Donc faites une pause, réfléchissez. Donc on a ID dossier qui est effectivement en clé étrangère, et pourquoi num fiche n'est pas, vous voyez bien que pour être clé étrangère, il faut être clé primaire ailleurs, et là effectivement num fiche n'est pas clé étrangère car il n'est pas clé primaire ailleurs. On voit bien qu'on a affaire à quelque chose d'un peu particulier qu'on vient de voir. Donc comment appelle-t-on justement le lien qui unit fiche dossier à dossier? Eh bien c'est le fameux lien relatif ou lien identifiant qu'on vient de voir, parce qu'effectivement fiche dossier va être traduit finalement en entité. D'ailleurs on vous demande de dessiner le schéma conceptuel de données correspondant à l'origine de ces relations. Essayez de le faire, faites une pause avant de voir la correction. Donc là vous voyez qu'on va avoir forcément ici deux entités classiques, puisqu'on a des clés primaires qui contiennent qu'un seul attribut.
Par contre, fiche dossier, on pourrait croire que c'est une association, mais comme on n'a pas d'entité fiche, on a bien affaire à une entité avec un lien relatif qui va pointer sur dossier. Donc le résultat est le suivant, on a bien fiche dossier. Alors vous voyez là, je vous parlais justement qu'on pouvait le représenter soit le 1 entre parenthèses, soit avec un R pour lien relatif ou lien identifiant. Et là, c'est avec le logiciel WinDesign qui le représente le lien de cette façon-là. Donc une fiche dossier contient bien en clé primaire, vous voyez, numFiche plus ID dossier. Alors, question, donc voici quelques affirmations, et vous allez dire si c'est vrai ou non. Une fiche n'appartient qu'à un seul dossier. Alors, regardez la fiche, regardez dossier. Bon, là, on le voit clairement, c'est vrai, on a la cardinalité 1.1 ici, qui montre bien qu'une fiche n'est rattachée qu'à un seul dossier. Et je dirais même que là, le lien est très fort, puisqu'on a un lien relatif. Donc la fiche dépend vraiment du dossier. La suppression d'un dossier suppose forcément la suppression de toutes les fiches. Deuxième affirmation, un dossier peut comporter plusieurs fiches. Alors d'après vous, effectivement, c'est vrai. On voit bien que du côté de dossier, on a 0 à n. Donc la cardinalité montre bien qu'un dossier peut avoir de 0 à n fiches. Troisième affirmation, une fiche peut concerner plusieurs clients. Alors regardez bien comment ça fonctionne. Alors évidemment, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'une fiche concerne un seul dossier. On le voit avec la cardinalité 1.1 ici. Et un dossier concerne un seul client. Donc une fiche ne peut concerner qu'un seul client. Enfin, un client peut posséder plusieurs fiches. Alors là, en fait, on va faire le chemin inverse. Donc c'est vrai parce qu'un client peut avoir de 0 à n dossiers, et dans un dossier, on peut avoir de 0 à n fiches. Donc raison de plus, effectivement, un client peut posséder plusieurs fiches. Alors, continuons à voir quelques cas de figure qui sont toujours des nuances sur le MCD. On a vu la notion d'historique, le lien relatif. Voyons la double CIF, donc la double dépendance fonctionnelle entre deux entités. Donc, par exemple, un vol a une ville de départ et une ville d'arrivée. Donc, vous avez l'entité vol, l'entité ville. Évidemment, il n'est pas question de faire une entité ville départ et une entité ville d'arrivée. Ça n'a aucun sens puisque une ville n'est pas toujours que des villes de départ et une ville n'est pas toujours que ville d'arrivée, et il n'est pas question d'avoir des redondances d'informations. Du coup, vous avez besoin de connaître la ville de départ d'un vol. Vous allez faire une dépendance fonctionnelle entre vol et ville. Vous pouvez même lui rajouter un nom de façon à ce qu'on puisse repérer la différence avec l'autre lien, la ville d'arrivée, parce que l'air de rien, on va avoir pour un vol deux dépendances fonctionnelles qui vont partir vers la même entité pour avoir la ville de départ et la ville d'arrivée. Donc au niveau relationnel, il faut bien sûr faire une distinction sur les noms. C'est-à-dire que vous allez avoir l'entité ville avec numéro ville en clé primaire, et dans vol, regardez bien, vous avez le numéro de vol, la date et l'heure, mais vous avez ensuite deux clés étrangères dans lesquelles vous allez donner des noms différents, parce que sinon vous allez avoir deux attributs avec le même nom, ce n'est pas possible. Donc numéro vol, ça va être la clé primaire, puis ensuite numéro ville départ, clé étrangère, qui est en référence avec numéro ville de ville, et numéro ville arrivée, pareil, clé étrangère en référence à numéro de ville. Mais vous en avez besoin de deux, parce que vous avez besoin de distinguer la ville de départ et la ville d'arrivée. Autre cas assez classique, c'est la dépendance fonctionnelle, donc la CIF, plus une association entre deux entités. Donc il est parfois nécessaire de faire ressortir un cas particulier d'une liste. Par exemple, un projet est géré par des développeurs dont l'un est le chef de ce projet. Donc vous avez le projet avec un numéro projet, date, description, etc. Vous avez un ensemble de développeurs avec les informations du développeur, donc deux entités. Et puis vous avez besoin de connaître le chef du projet qui fait partie des développeurs, d'où la dépendance fonctionnelle pour repérer le chef, qui va donner donc une clé étrangère. Et puis, vous avez besoin d'une association pour connaître quel est l'ensemble des développeurs du projet, où là, il peut y en avoir plusieurs. Alors, au niveau relationnel, vous allez avoir la relation développeur avec numéro développeur en clé primaire et puis les autres informations. Et puis, au niveau du projet, vous avez le numéro de projet, la date, la description et le numéro de chef qui va permettre de connaître quel est, en clé étrangère, quel est le chef de ce projet parmi les développeurs, donc en référence à numéro dev de développeur. Et attention, vous avez aussi l'association dev projet qui fait le lien entre numéro projet
entre deux projets et développeurs, donc il y a en clé primaire le couple numéro projet et numéro dev, sachant que les deux sont clés étrangères de façon à faire le lien avec le projet et l'entité développeur. Un autre cas intéressant, c'est l'association réflexive. En fait, elle est nécessaire lorsqu'il faut lier une information avec elle-même. Par exemple, il faut mémoriser les distances entre les villes. Donc vous avez une entité ville avec numéro ville et le nom. Comme pour les histoires de vol avec ville départ et ville d'arrivée, il n'est pas question de faire deux entités villes séparées pour faire une association de distance entre les deux. Du coup, la distance va être une association sur la même entité. Donc deux villes, vous avez besoin de deux villes pour avoir une distance entre les deux villes. Du coup, vous avez une association de distance qui va de ville et qui revient vers ville pour porter la valeur de la distance entre les deux villes. Au niveau relationnel, encore une fois, il faut faire la distinction sur les noms. Donc vous avez l'entité ville, la relation ville avec numéro ville en clé primaire et le nom en attribut simple. Et puis vous avez la relation distance où vous remarquez que cette fois-ci en clé primaire, vous avez numéro ville départ et numéro ville arrivée qui forment le couple de la clé primaire, sachant que numéro ville départ est clé étrangère en référence à numéro ville de ville, et pareil pour numéro de ville arrivée en clé primaire en référence à numéro ville de ville. Donc on a bien une association qui boucle sur la même entité, mais on est obligé au niveau des noms de faire attention de façon à bien distinguer les deux attributs, sachant que vous ne pouvez pas donner encore une fois le même nom d'attribut dans la même relation. Alors, voyons un exercice pour voir si ces notions sont comprises. Donc, on vous demande de construire le schéma conceptuel de données à partir des relations suivantes. Alors là, évidemment, prenez le temps de bien voir les relations, essayez de construire le schéma par vous-même de façon avant de voir la correction, de façon à voir si vous avez compris. Alors, repérez bien, vous avez une affaire avec un numéro affaire en clé primaire. Donc je commence à donner les indications, donc faites une pause et réfléchissez par vous-même avant d'écouter les indications. Donc là, on a un numéro affaire, donc de toute évidence une entité simple, puisqu'il y a juste une clé primaire, qui contient dès le début date, clôture, lieu et description. Ensuite, on a une personne, là aussi une entité simple, de toute évidence avec numéro personne. Pareil pour raison, on voit bien qu'on a une entité simple. C'est plus personne affaire et lien affaire qui ont l'air quand même un petit peu plus complexes. Donc personne affaire, on a numéro affaire et numéro personne, et on voit bien que les deux éléments de la clé primaire sont tous les deux en clé étrangère. Donc de toute évidence, on a affaire à une association classique entre affaire et personne. Par contre, on a lien affaire. Alors, regardez à quoi ressemble lien affaire. Il a un numéro affaire et numéro affaire 2. Donc, de toute évidence, on peut faire des liens entre les affaires. Et numéro affaire 1 et affaire 2 sont clés primaires. Donc, vu qu'ils sont tous les deux clés étrangères, c'est aussi une association. Ce n'est pas un lien relatif, ce n'est pas un lien identifiant. Par contre, les deux sont en relation avec la même entité. Donc, de toute évidence, lien affaire est une association réflexive sur affaire. Et on a un numéro raison qui est en clé étrangère. Donc il y a une dépendance fonctionnelle qui part de cette association réflexive. Alors, voilà ce que ça donne au final. Vous voyez bien qu'on retrouve affaire, raison et personne en entité simple. On a personne affaire qui est une association classique entre affaire et personne. Et on a lien affaire qui est bien une association réflexive sur affaire et affaire pour relier deux affaires avec la dépendance fonctionnelle qui part de lien affaire pour aller vers raison. Donc si vous êtes arrivé à construire ce schéma, vous avez déjà bien compris le principe de ces associations réflexives et de ces dépendances fonctionnelles qui partent d'associations. Voyez encore une notion, la notion d'héritage qui est un peu particulière, qui va rajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant. Donc il intervient pour distinguer des attributs communs et d'autres spécifiques. Alors, il faut gérer des personnes, nom, téléphone, mail, avec le nombre d'heures d'enseignement pour les profs et le service pour les administratifs. Donc on a des personnes, toutes les personnes ont un nom, un téléphone et un mail. Et puis les profs n'ont qu'un nombre d'heures et les administratifs ont un service. Du coup, on va distinguer les professeurs des administratifs. Alors pourquoi ? On pourrait très bien mettre le nombre d'heures ici et puis directement une dépendance fonctionnelle vers service pour les administratifs. Ça voudrait dire que lorsqu'on a affaire à un prof,
On a le nombre d'heures rempli, mais la dépendance fonctionnelle, ça serait plus 1,1, ce serait 0,1. Ça voudrait dire que le service n'est pas pour tout le monde. Et puis, quand on a affaire à un administratif, le nombre d'heures serait vide, et à ce moment-là, il y aurait le service qui serait précisé. Alors, évidemment, cette solution permet d'optimiser l'utilisation des attributs, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'attributs qui resteront vides. Donc là, on a affaire à un lien un petit peu nouveau, vous ne connaissez pas jusqu'à maintenant, puisqu'on va faire des flèches qui vont directement d'une entité vers une autre. Et là, c'est pour montrer qu'on a affaire en fait à des entités filles. C'est-à-dire qu'un prof, il a un nom, un téléphone, un mail et un numéro, mais il a en plus un nombre d'heures. Un admin, il a aussi un numéro personne, nom, téléphone, mail, mais il a en plus un service. Alors, au niveau du relationnel, on peut changer les noms des clés, hein, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a bien une entité personne, une relation personne avec numéro personne en clé primaire, nom, téléphone, mail en attribut simple. Et puis en prof, on a numéro prof et nombre d'heures. Et attention, numéro prof, c'est la clé primaire, mais c'est aussi la clé étrangère en référence à numéro personne de personne. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'un prof, en plus de son nombre d'heures, parce que là on a l'impression qu'on n'a qu'un nombre d'heures pour un prof, il est lié à un numéro de personne dans personne. Ça veut dire qu'on a aussi le nom, le téléphone, le mail, on a accès à tout ça dans personne à partir d'un prof, parce qu'un prof, c'est pas uniquement un nombre d'heures, c'est aussi toutes ces informations, etc. C'est-à-dire qu'évidemment, pour admin, on va avoir la même chose, c'est-à-dire on peut mettre un numéro admin et puis en clé étrangère un numéro de service, et on aura aussi le lien vers le numéro de personne. Donc cette notion d'héritage permet juste d'éviter d'avoir des attributs qui vont rester vides suivant les cas particuliers. Alors, voyons un ultime exercice pour voir si ces notions sont comprises. Voici un schéma conceptuel de données et on vous demande d'écrire les relations correspondantes. Alors, le triangle, là, c'est parce qu'il a été réalisé avec WinDesign qui représente l'héritage sous forme de triangle. C'est exactement comme si vous aviez une flèche qui va de message unique vers message et de diffusion vers message. Donc évidemment, vous faites une pause avant de voir la solution et essayez de bien analyser le schéma pour écrire les relations correctement. Alors je vous donne maintenant quelques indications, donc faites une pause avant évidemment. Donc là, on voit bien que message va se traduire par une relation assez classique avec quand même une clé étrangère, puisqu'on a une dépendance fonctionnelle qui va vers personne, la personne qui a écrit le message. Et puis on a des héritages, donc on a diffusion qui va évidemment avoir une clé primaire qui va être en même temps étrangère en lien avec ID message de message. Pareil pour message unique, hein, une clé primaire et étrangère en lien à ID message, mais qui contient aussi une clé étrangère pour avoir la personne qui est destinatrice du message unique. Par contre, une diffusion est attribuée à plusieurs personnes et diffusée pour plusieurs destinataires, d'où cette association. Et attention, l'association doit récupérer non pas le ID message de message, mais la clé primaire de diffusion, parce que cette association permet juste d'avoir les destinataires d'un message de type diffusion et non pas d'un message unique. Donc au niveau des relations, voilà ce que ça donne. On a bien message qu'on a récupéré avec l'ID expéditeur en clé étrangère pour savoir quel est l'expéditeur du message. Vous remarquez qu'on se permet de changer les noms, ça pose aucun problème puisque dans la clé étrangère, on précise bien ID expéditeur, clé étrangère en référence à ID personne de personne. On retrouve message unique et diffusion. Alors vous remarquez que là, on a fait exprès de l'appeler ID message unique et ID diffusion ici, mais à chaque fois, ils sont clé primaire et étrangère en référence à chaque fois à ID message de message. Pareil pour ID diffusion, il est en clé étrangère en référence à ID message de message, parce que ce sont des entités filles. Puis on a l'entité personne qui est assez classique. Et puis destinataire, la fameuse association, où vous voyez qu'on a ID diffusion et ID destinataire, sachant que ID diffusion est clé étrangère en relation non pas avec message, mais bien avec diffusion directement, pour bien montrer que c'est une association avec l'entité fille.
Voilà, ce cours est terminé. Je vous invite à regarder le cours Meurice 2 qui va plus loin dans ces notions et bien sûr à passer à des exercices concrets. Il y a un panel d'exercices que je vous propose et à ce moment-là, vous pourrez vraiment passer à la pratique et voir si les notions sont très bien comprises. Donc je vous dis à très bientôt.